Et retour avec notre invité sur le plateau, Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Tout de suite, l'interview écho avec Raphaël Kahn. Alors, la France qui peut perdre son triple A, en quelque sorte sa note 20 sur 20. Alors, selon l'Élysée, l'inquiétude de l'agence Moody ne porte pas sur la politique budgétaire française, c'est ce que dit l'Élysée, mais sur la capacité de l'État à voler au secours de ses banques et des autres pays en difficulté. Vous, Jean-François Copé, quelle est votre analyse là-dessus ? D'abord, il y a un premier point que je voudrais quand même rappeler. Tous les pays étaient sur la même ligne de départ en 2008, 2007-2008, et il y a eu un certain nombre de pays, vous le savez, qui ont été fortement dégradés depuis cette période. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne et à quelques autres. Bien, sans oublier naturellement la Grèce. Ça n'a pas été le cas de la France, qui est aujourd'hui parmi les pays qui sont les mieux notés. Deuxième élément, cette agence n'a pas annoncé que la France était dégradée. Elle constate simplement que compte tenu des perspectives de ralentissement de la croissance et comme vous le rappelez, du fait qu'il va nous falloir peut-être intervenir dans le capital des banques, cela peut jouer sur nos comptes publics. Reste que tout ça a besoin d'être validé, vérifié, c'est ce que veut faire cette agence de notation. À nous aussi de faire la démonstration des raisons pour lesquelles nous agissons, avec, je vous le rappelle quand même, des engagements budgétaires forts qui sont mis en œuvre et qui sont même en train d'être discutés à l'Assemblée. Est-ce que le politique a une responsabilité dans cette dégradation du triple A ? Est-ce qu'il y a une responsabilité politique ? Pour l'instant, il n'y a pas de dégradation. Donc, non, mais dans cette menace de dégradation. Écoutez, je ne fais pas tout à fait la même chose. La menace et la dégradation. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un programme de redressement de nos finances publiques qui vise à la fois à réduire le déficit sans casser la croissance, le peu de croissance de l'Europe. Donc voilà le défi auquel nous sommes confrontés. De ce point de vue, il y a deux méthodes. Il y a la nôtre, qui consiste à faire le plan Fillon que vous savez, et puis à engager ensuite pour le prochain quinquennat un travail de vertu budgétaire. Puis vous avez de l'autre les socialistes, avec un François Hollande qui nous a annoncé un projet à 255 milliards d'euros. Nous l'avons chiffré. Aujourd'hui, d'ailleurs, personne ne nous donne une contradiction convaincante. Je note juste une chose. Aujourd'hui, ce mardi, l'un des proches de François Hollande, très proche même, M. Sapin, qui ça se joue un peu le ministre des Finances du moment, au PS, nous explique qu'il ne faut pas s'en occuper parce qu'ils vont arrêter tout le projet socialiste sur lequel ils viennent d'être élus par les militants socialistes. Donc écoutez, ça promet. En contradiction, on n'est plus à ça près. Jean-François Copé, la menace qui pèse actuellement sur le triple A de la France, ça pose deux questions. D'abord, il y a les choix budgétaires du gouvernement, on va y revenir, et également l'idée d'une solidarité européenne. Est-ce que la France pourrait être mise à contribution pour aider la Grèce et également son secteur bancaire ? La question que ça pose quand même sur les choix européens de la France, c'est qu'on a cessé de répéter pendant des semaines qu'on souhaitait une augmentation du Fonds européen de stabilité financière, actuellement de 440 milliards d'euros. Est-ce que justement la remise en cause du triple A de la France aujourd'hui ne vient pas sanctionner ces appels à finalement inciter à l'endettement et à la solidarité européenne coûte que coûte? Vous savez, M. Kahn, nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise européenne d'une ampleur considérable. C'est le sort de l'Europe qui est en train de se jouer. Donc on n'est pas simplement sur un rendez-vous comptable, on est sur un rendez-vous politique considérable. Bon. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dramatiser? Qu'est-ce qui est en jeu? Aujourd'hui, on a plusieurs éléments que vous connaissez bien. D'abord, on a la situation de la Grèce. L'idée qu'on puisse laisser tomber la Grèce est une idée folle, pas simplement pour la Grèce, mais pour l'ensemble de la zone euro, dont on sait pertinemment qu'elle basculerait tel un jeu de domino si on lâche la Grèce compte tenu des activités spéculatives de marché que l'on connaît et que l'on ne peut pas empêcher. Contrairement à ce que peut raconter François Hollande qui veut, je sais pas quoi, rénover le rêve, réhabiliter le rêve, tout ça c'est bien gentil, mais on sait très bien que c'est pas le sujet. Deuxième enjeu, les banques, engagées dans la dette souveraine grecque. Est-ce qu'on les laisse tomber? Évidemment pas. Pourquoi? Pas par amour des banquiers, mais parce que c'est l'épargne des gens qu'il faut préserver. Bon, à partir de là, les pays membres, l'Allemagne et la France au premier chef, ont un troisième sujet. Il faut un fonds européen de soutien en période de crise et revoir la gouvernance européenne. Ça ne peut pas se faire sans l'axe franco-allemand. Tout est là. Tout est là. Alors bien sûr, les agences de notation vont dire c'est bien, pas bien. Bien sûr qu'il y a un risque. C'est des ambulances ou des pyromanes, les agences de notation? Ni l'un ni l'autre. Ce sont des baromètres. Ce sont des baromètres. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui sont en train de mettre au pilori les agences de notation. Je dis juste que dans cette période, agence de notation ou pas, il faut qu'on arrive à tenir tous ces équilibres et c'est notre responsabilité collective. Mais Jean-François Copé, est-ce que la France, qui table encore sur un déficit d'ailleurs de 5,7% du PIB, dont on ne sait pas d'ailleurs si elle pourra le respecter, est-ce qu'elle a tout simplement les moyens de venir en aide à un pays comme la Grèce ou même à son secteur bancaire? Auquel cas d'ailleurs ça pose une autre question, quelle contrepartie on demande aux banques?
Écoutez, c'est justement là-dessus que nous sommes en discussion, donc je ne peux pas en préjuger, puisque c'est tout l'enjeu des jours qui viennent. Je vous dis juste une chose, c'est qu'il n'est pas question que les États, y compris la France, interviennent tout seuls, sans contrepartie auprès des banques. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une part importante d'intervention européenne et aussi d'intervention privée qui doit se faire. Alors, il reste une minute, pardonnez-moi. Raphaël, peut-être poser une question sur comment on rabote, comment on trouve des milliards pour en faire entrer dans la caisse. Parce qu'évidemment, la question des choix budgétaires se pose aussi. On nous annonce 11 milliards d'euros d'économies. Ça peut sembler beaucoup. C'est en fait beaucoup moins que l'Italie qui annonçait le 50 milliards. Enfin, le Royaume-Uni, 90. Oui, mais enfin, alors, la mesure pour y arriver, c'est pour l'instant quelques niches fiscales sur lesquelles on décide de passer le coup de rabot. Les socialistes disent qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oui. La Cour des comptes avait identifié environ 150 milliards de niches fiscales sur lesquelles on pouvait intervenir, 53 qui étaient inutiles. Et il y a d'ailleurs notamment la niche Copé au passage. Oui, qui d'ailleurs n'est pas une niche, vous le savez. 20 milliards d'euros sont les socialistes. Non, c'est jamais 20 milliards d'euros. Non, mais ils se font plaisir, les gars. Non, mais c'est pas du tout 20 milliards d'euros. C'est pas une niche, c'est un outil puissant pour empêcher les délocalisations de sièges sociaux. Si les socialistes veulent accroître les plus-values de cession de participation et augmenter ces impôts-là, c'est leur droit. Ça rapportera jamais 20 milliards, mais ça fera partir tous nos sièges sociaux. Vous savez, j'aurai l'occasion de m'exprimer sur tout ça. Ils se sont fait plaisir avec ce produit qui est un produit de communication, comme on peut dire. Hein. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Deuxième chose, les niches fiscales. Si on les supprime, c'est juste des hausses d'impôts. Hein. Donc il faut maintenant que les socialistes nous disent lesquelles. Est-ce qu'ils vont plafonner les allocations familiales? Est-ce qu'ils vont revenir sur la TVA? Est-ce qu'ils vont Ça, c'est autre chose, pas une niche, ça. Est-ce qu'ils vont abroger les charges sociales qui allègent le coût du travail? C'est ça les questions, hein. C'est pas autre chose. Bon, alors ensuite, ma thèse, c'est qu'il ne faut pas uniquement faire des hausses d'impôts, parce qu'on va tuer le pays. Il faut aussi faire des baisses de dépenses publiques sur des secteurs qui ne sont pas suffisamment efficaces. Nous donnons beaucoup trop d'argent aux collectivités locales, départements et régions, qui claquent des dépenses publiques folles pour des constructions qui ne servent à rien. Tout main à gauche. Bon, mais bien sûr. Bon, sur la sécurité sociale, il faut mettre en œuvre le plan hospitalier. Voilà autant de sujets sur lesquels nous avons effectivement des pistes de travail. Merci. Le temps nous est compté. Merci Raphaël. Merci. Et on reste ensemble avec la chronique de Soumaïa Benaïssa. À tout de suite. Et Soumaïa, bonjour. Donc il y a le talent pour dénicher les livres que personne ne lit, mais qui en disent long sur notre société et sur ce que nous sommes. Et là, en l'occurrence, nous allons parler de virilité, un thème éminemment politique. Très en vogue, effectivement. Alors, si je vous disais le point commun, le petit point commun entre un homme politique et un jeune intégrant une bande dans un quartier dit sensible, ça pourrait être la virilité. C'est un peu audacieux comme rapprochement, mais pas si impertinent. Quand on parcourt le livre de Marwan Mohamed, La formation des bandes entre la famille, l'école et la rue, aux éditions des presses universitaires de France, un livre très intéressant. Son objectif premier est de décrypter le mécanisme de formation des bandes, évidemment, de famille, école et rue. Mais en creux, il y a une très bonne lecture des enjeux et des jeux de virilité dans la construction de ces jeunes qui sont souvent en rupture identitaire et qui trouvent dans la bande une forme d'intégration par le pire, par la déviance, qui est évidemment compétition et virilité. Donc c'est le piège de la construction par la virilité. Alors peut-être une question, ce qui vous concerne, puisque vous êtes maire d'une ville Meaux, voilà, une ville avec des quartiers aussi difficiles, sensibles. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je partage entièrement cette thèse, qui est malheureusement une de ces déviances qui minent notre société. Je crois effectivement que ces périodes de crise identitaire conduisent un certain nombre de jeunes, et notamment de jeunes garçons, à faire du phénomène de bande, avec tout ce que cela signifie comme aspect de caïda, des lieux de très 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 grande souffrance. Et c'est aujourd'hui l'un des principaux problèmes de notre société, c'est-à-dire le lien qu'il convient de faire entre d'un côté la solitude et de l'autre ce phénomène de bande qui est une autre expression finalement de la solitude et du renoncement de soi et qui conduit effectivement à des phénomènes dont je peux dire en tant que... du groupe qui un peu annihile la personnalité. Oui, sauf que c'est pas le groupe comme ça, c'est pas une communauté, c'est derrière tout cela pour en réalité créer des rapports de force, des rapports de domination
et faire beaucoup de mal. Et il y a derrière cela, chacun le comprend, l'un des mots les plus douloureux de notre société. Alors il y a ce sujet-là, mais il y a aussi donc ce livre sur les 3 tomes évidemment. sur la vérité, mais là en général et dans l'histoire, Voilà. et on va arriver à la politique. Et les fameux 3 tomes dont tout le monde parle, l'histoire de la vérité, avec les éminents historiens Corbin, Vigarello et Jean-Jacques Courtine, qui sont intéressés donc à l'évolution de la virilité à travers les âges, Antiquité et jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une permanence dans la définition, c'est la force, la domination et la puissance sexuelle dans ce qu'on cherche d'homme, dans ce qui fait l'homme, tout simplement. Et nous dit Jean-Jacques Courtine pour la période qui nous intéresse, l'heureuse nouvelle, c'est que finalement, elle n'a jamais été autant critiquée et problématisée qu'aujourd'hui. On l'a vu avec l'affaire DSK, le procès en machisme parallèlement au procès tout court. On l'a vu avec les 80 députés UMP qui se sont élevés contre l'introduction de la théorie du genre dans des manuels scolaires. Et on l'a vu aussi plus loin dans Abu Ghraib, tout simplement. C'est certainement la figure la plus emblématique, puisque les prisonniers irakiens qui étaient soumis à des scènes humiliantes de torture, souvent à caractère sexuel, par des soldats américains, c'est joué dans cette scène dévirilisation des autres et virilisation des uns. Donc en fait, il y a une permanence et à la fois une critique mais simultanée. Est-ce qu'on l'a pas vu, Jean-François Copé, aussi dans l'histoire de la gauche molle et de la gauche dure, c'est un peu to be or not to be. Est-ce que là, c'est pas en avoir ou pas, C'est un peu le... Peut-être, oui. Peut-être. Je ne suis pas un expert de ces théories, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour les commenter. Il y a sans doute des rapports de domination qui existent, mais qui existent dans tous les métiers en réalité. D'ailleurs, vous citez l'exemple d'Abu Ghraib, vous l'avez vu, c'est pas la mainmise des politiques, ce sont des soldats qui se comportent vis-à-vis de prisonniers. D'ailleurs, je crois me souvenir que ce n'est pas que des hommes qui se sont comportés ainsi. Il y avait une minorité de femmes. Voilà. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je ne suis pas un expert dans ces domaines. On dit toujours que la politique est un milieu, effectivement, un milieu d'hommes. Il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Vous le regrettez parfois? Oui, je le regrette. Oui. Je le regrette. Si un jour vous êtes élu, est-ce que vous changerez ça? Je le regrette d'autant plus que je suis moi-même, à titre personnel, très engagé pour la cause des femmes. Je pense que l'une des manières de mesurer la modernité d'une société, c'est la place que l'on réserve aux femmes. Et que, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique ou de notre société, il est des inégalités qui sont insupportables. Moi, j'ai par exemple beaucoup milité pour qu'on interdise la burqa. Vous êtes aussi le parti qui est payé le plus en dotation financière. Non, enfin le plus. Nous payons comme tous les partis qui ne sont pas capables de promouvoir effectivement un certain nombre de femmes. Je ne suis pas sûr que le Parti socialiste soit tellement meilleur, il ne faut pas se tromper non plus, mais en revanche, je crois que c'est vrai dans tous les domaines. Je suis de ceux qui ont par exemple vraiment beaucoup œuvré, vous le savez, pour que l'on interdise le port de la burqa, comme d'ailleurs d'introduire la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises, et puis lutter contre l'inégalité salariale qui est un scandale absolu. Et c'est vrai qu'en politique, de la même manière, il y a encore beaucoup à faire. Merci Jean-François Copé, merci Soumaïa. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission, l'aparté. À tout de suite.